Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien et que vos familles aussi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un cours de géographie sur l'aménagement du territoire en France. L'objectif, ça va être de travailler principalement sur la construction d'un plan en géographie pour vous préparer à la seconde. Vous allez avoir besoin pour ça du manuel de géographie à la page 330. En introduction, je vais vous montrer la structure du cours de votre manuel pour qu'on étudie le plan. Donc le grand A, un territoire marqué par des inégalités croissantes. Ça, c'est une première partie assez classique en géographie, une partie descriptive qui permet de faire le constat d'une situation. Faire de la géographie, c'est étudier un territoire. Et donc, pour l'étudier, il faut le connaître. Et donc, il faut avoir une idée de ses atouts et de ses contraintes. Deux mots importants en géographie. La deuxième partie de votre cours, c'est grand B, les nouveaux acteurs de l'aménagement. Donc le mot important, c'est acteur, dont vous avez la définition, page 445, et qui est ici, dans cette feuille que je vous donnerai. Donc en géographie, un acteur désigne une personne ou un ensemble de personnes qui agissent sur l'espace par leurs décisions et leur mode de vie. Le mot important également dans ce titre, c'est nouveau. Pourquoi nouveau ? Parce que la manière dont est administrée la France a changé ces dernières années. Et donc là, on va avoir deux points importants. Premièrement, la décentralisation. Et deuxièmement, le rôle croissant de l'Union européenne. Le grand 3, donc le grand C pour votre manuel, du rééquilibrage à la compétition entre les territoires. Cette partie, elle est assez intéressante parce que c'est aussi un classique, c'est de terminer sur une contradiction ou une impasse. Donc là, on voit, c'est les deux objectifs de l'aménagement du territoire, le rééquilibrage, donc la lutte contre les inégalités, et la compétition entre les territoires, rendre un territoire plus attractif, plus compétitif. Ces deux objectifs sont parfois contradictoires, comme on l'a vu dans l'étude de cas sur l'Île-de-France. Grand A, un territoire marqué par des inégalités croissantes. Pour cette partie-là, on peut faire ce qu'on appelle un plan scalaire, ça se fait beaucoup en géographie. Scalaire, c'est la même racine étymologique que le mot échelle, donc on va faire des sous-parties en changeant d'échelle à chaque fois. Donc là, on va commencer par l'échelle nationale, donc on prend cette carte-là, cette carte de la France, à l'échelle nationale, et on voit dans la légende, ici le PIB régional par habitant, et là le PIB par région. Alors, pourquoi on a deux figurés pour nous parler des inégalités ? C'est que quand on voit le PIB par région, on peut avoir une mauvaise idée de la situation. Je vous donne un exemple. Prenons le PIB de la région Hauts-de-France, qui est plus important que le PIB, par exemple, des Pays de la Loire. Mais quand on rapporte au nombre d'habitants, donc on va prendre le PIB général, on divise par le nombre d'habitants, et là on voit que dans les Hauts-de-France, eh bien, le PIB par habitant est beaucoup plus faible que celui du Pays de la Loire. Donc, les Hauts-de-France, c'est une des régions les plus pauvres de France, alors que Pays de la Loire, on voit que c'est parmi les régions les plus riches. Donc on note les régions qui sont les plus pauvres de France, c'est les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Et on se rappelle que l'étude de cas sur les espaces de faible densité était située ici en Bourgogne. Donc on voit bien qu'on est sur du rural isolé. Et donc la région la plus riche, c'est l'Île-de-France. C'est la seule qui est en rouge. On est vraiment sur quelque chose de fondamental en France, c'est-à-dire que Paris et sa région sont vraiment le cœur du dynamisme français. Et ensuite, on a les Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour la deuxième sous-partie, c'est l'échelle régionale. Donc là, pour faire simple, on va reprendre l'étude de cas qu'on avait faite sur l'Île-de-France. Et vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait des inégalités importantes à l'échelle de la région entre, par exemple, la banlieue ouest, les Yvelines, et la banlieue est, la Seine-Saint-Denis, où on a d'un côté les régions, les quartiers les plus riches à l'ouest et les quartiers les plus pauvres à l'est. Pour la troisième sous-partie, on va prendre l'échelle locale, donc là cette fois-ci à l'échelle d'une ville. Et donc on se rappelle, on a étudié Paris, il y a différents quartiers à Paris, donc là je vous mets la carte de la capitale. Donc on a tous ces quartiers ici qui sont plutôt chics, avec
les bâtiments à fonction politique, les bâtiments à fonction culturelle et les bâtiments, les quartiers des ambassades ici. Donc là, on est c'est les quartiers les plus riches. Et puis, on a toute cette zone-là qui correspond 18, 19, 20e arrondissement, où ce sont les quartiers les moins riches, les plus défavorisés. Dans le grand B, nous allons parler des nouveaux acteurs de l'aménagement du territoire. Alors ça va être une partie un peu historique. Il faut faire attention quand on fait des compositions de géographie, c'est pas souhaité de faire une partie entièrement historique. Tout commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'État a longtemps défini de grandes politiques d'aménagement du territoire. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le constat, c'est que Paris prend trop de place. Paris est trop puissant, Paris est trop dynamique. Alors ça, c'est évidemment une interprétation. Il n'y a pas d'affirmation absolument définitive sur l'observation qu'on a des territoires. Tout ça, ce sont des perceptions, ce sont des acteurs qui, à un moment donné, ont considéré que Paris était trop puissant, trop gros, et qu'il fallait rééquilibrer. Ça va se faire avec la création de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité du territoire, qui va mettre en place ce qu'on appelle donc la déconcentration. La déconcentration, c'est le fait de dégonfler Paris et de rééquilibrer le territoire français. Donc c'est le déplacement de choses qui se passent à Paris vers la banlieue ou la province. Donc ça va être des musées, des entreprises, des grandes écoles et des universités. Donc l'idée, c'est bien de redistribuer sur le reste du territoire des choses qui participent de l'attractivité parisienne. Ensuite, le deuxième moment important qu'on a déjà étudié, c'est les lois de 1982-1983, les lois Defferre sur la décentralisation. La décentralisation, c'est un peu l'inverse que la déconcentration, puisqu'on a l'État en gros, avec tout plein de compétences au début, qui va envoyer des compétences dans les échelons inférieurs, sous lui. D'accord ? Donc on a l'État qui a plein de pouvoirs au début, plein de compétences, et qui distribue avec les lois progressives de la décentralisation des compétences à la région, des compétences au département et des compétences à la commune. Donc l'objectif, c'est attribuer de nouvelles compétences aux échelons inférieurs pour un aménagement du territoire adapté aux spécificités des territoires et adapté aux besoins des habitants. C'est pareil, tout ça, ce sont des perceptions. Ce sont des acteurs qui, à un moment donné, pensent que c'est plus efficace de donner les compétences aux échelons qui sont les plus proches des habitants. On va maintenant passer au grand C, du rééquilibrage à la compétition entre les territoires. Et on va d'abord commencer par étudier une carte de France pour montrer que la mondialisation renforce les inégalités. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? On voit les axes de transport, on voit les aéroports importants, les ports importants et les échanges maritimes importants. Ce qu'on voit, c'est que les territoires qui sont aménagés avec des ports, des aéroports, des axes de transport et qui sont situés sur les littoraux, ce qui permet des échanges maritimes, sont tous des territoires en jaune ici. Et donc, ce sont des espaces dynamiques. Ce sont des bassins d'emploi et des fortes densités de population. A l'inverse, ceux qui ne sont pas concernés par ces aménagements sont en vert ou en violet. Et donc là, on a de l'espace rural isolé ou une ancienne région industrielle en difficulté. Les deux mots importants qu'il faut que vous connaissiez, c'est métropolisation, qu'on a déjà vu quand on a étudié les aires urbaines. C'est le fait que on ait un mouvement, puisque c'est un processus, ça se termine en action, c'est une transformation. Donc un déplacement des habitants et des activités vers les métropoles. Et le deuxième mot, c'est littoralisation. Donc c'est à peu près la même chose, le déplacement d'activités et de personnes, cette fois-ci vers les littoraux. On voit bien que c'est l'axe principal du programme de géographie de 3e, c'est que la mondialisation transforme les territoires. Sous les effets de la mondialisation, les gens, les activités se déplacent et on a une redistribution à l'échelle du territoire national. Mais on avait vu aussi que l'aménagement du territoire, ça sert aussi à opérer une sorte de rééquilibrage. Et pour ça, il y a des dispositifs qui existent, comme les ZRR. Ce sont des zones de revitalisation rurale. L'outil que les acteurs ont à disposition pour faire venir des entreprises, souvent c'est l'exonération d'impôts. Donc on dit aux entreprises, venez, et pendant 5 ans, 6 ans, vous ne paierez pas d'impôts.
Enfin, la déconcentration permet aussi de lutter contre les inégalités. Par exemple, on a ce projet, le Louvre-Lens. Donc c'est une antenne du Louvre qu'on a située à Lens. Donc Lens, c'est ici, c'est au nord de Paris. Et si on regarde la carte qu'on a vue tout à l'heure, Lens, c'est dans une ancienne région industrielle en difficulté. Donc on a installé ici une antenne du Louvre pour redynamiser la région, puisque là on voit, c'était une friche industrielle, donc c'est une zone industrielle qui a été à l'abandon, et donc on va la réhabiliter pour que ça donne quelque chose comme ça, beaucoup plus moderne, beaucoup plus attractif, et qui permettrait de lutter contre les effets de cette désindustrialisation, qui sont la pauvreté et le chômage. On voit ici les chiffres clés. Depuis l'ouverture du musée, 600 emplois ont été créés. Pour conclure, je vais insister sur 3 points importants sur le chapitre sur l'aménagement du territoire. Le premier, l'aménagement du territoire a des objectifs différents et parfois contradictoires en fonction des territoires et des acteurs. Je m'explique. Si on prend l'exemple de l'implantation d'un centre commercial à l'échelle locale, le maire, le président du département, la chambre de commerce peut être plutôt favorable à cette implantation parce que ça permet de lutter contre le chômage, parce que ça renforce l'attractivité du territoire et parce que ça augmente les recettes fiscales. Mais à l'échelle nationale, il va y avoir des personnes qui vont être contre cet aménagement parce que c'est pas écologique. Installer un nouveau centre commercial, c'est détruire des terres humides, c'est détruire des terres agricoles et c'est pas très bon pour la planète. Le deuxième point important, c'est que les effets d'une politique d'aménagement ne sont pas prévisibles avec précision. Hein, la géographie, c'est comme l'histoire, c'est pas de la physique-chimie, il n'y a pas de loi. Donc on peut avoir... on prend la décision de faire un aménagement avec des effets réussis, qui répondent à l'objectif qu'on s'était donné, et puis si on le répète ailleurs dans l'espace ou à un autre moment dans le temps, eh bien les effets ne sont pas les mêmes, parce que il n'y a pas qu'une seule cause, et il n'y a pas qu'un seul facteur à l'organisation d'un territoire. Et donc il y a eu, et ça arrive, des ratés. Si on prend l'exemple des centres commerciaux, on a ouvert des centres commerciaux qui n'ont eu aucun succès et qu'on presque dû fermer parce que les gens n'y allaient pas ou les commerçants n'avaient pas envie de louer des magasins dans ces centres commerciaux. Enfin, et c'est le plus important, les constats faits par les acteurs sont politiques et les choix sont politiques. Hein, donc je m'explique, quand la géographie c'est l'étude des territoires, donc c'est l'étude des interactions entre les territoires et les habitants et les habitantes, mais donc on observe une réalité et on l'analyse depuis l'endroit où on parle. Et donc ça c'est valable pour le maire d'une commune qui cherche à améliorer sa commune, le conseil départemental et même l'État. Mais c'est aussi valable pour le géographe et le simple habitant. Quand on regarde le monde, on le regarde à travers ses propres valeurs et ses propres souhaits pour la société. Donc c'est politique. Et donc si, on en a parlé, quand on regarde le fait que le territoire français est très organisé autour de Paris, que Paris a une place importante, et donc pour certains c'est ce qu'on appelle de la macrocéphalie, donc une grosse tête avec un petit corps, eh bien dire que ça c'est un problème, c'est politique. C'est une manière de voir la réalité. On peut aussi la voir autrement. Et donc ça, le géographe, il doit pas perdre de vue que les acteurs qu'il étudie parlent depuis un point de vue, et il ne doit pas oublier non plus que lui aussi parle depuis un point de vue. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous allez bien et qu'on se reverra bientôt.